Philippe, merci beaucoup de m'avoir accueilli, aussi pour tous ceux qui vont partager cet entretien avec Radija qui nous a délicieusement accueillis aussi. Philippe, qu'est-ce qui a pu changer dans ton rapport au temps avec l'accident qui a maintenant 25 ans je crois et qui a quand même transformé bien sûr considérablement ton existence? Est-ce que tu y as réfléchi dans les nuits qui viennent de s'écouler? J'ai eu l'occasion en 25 ans d'immobilité, oui, de m'apercevoir que mon rapport au temps avait quelque peu changé. Et comme le dit Radija, elle passe beaucoup de temps à courir derrière le temps. Et il faut croire que beaucoup de vérités font ça parce que je faisais la même chose. Je passais mon temps à courir après un temps trop rare et j'avais toujours dans ma tête un calendrier. Donc je n'étais jamais à jour. Depuis que je suis allongé, j'ai tout le temps. Et pourtant, tu as un emploi du temps assez chargé, j'ai l'impression, avec beaucoup de sollicitations, non? Oui, mais il n'y a pas d'impératif d'abord. Et puis, j'allais dire, mes nuits sont assez blanches, et donc j'ai beaucoup de temps la nuit. Et c'est délicieux d'avoir une nuit blanche, parce que vous goûtez le temps qui passe très très lentement, justement. C'est vrai que parfois la nuit est douloureuse, et que cette douleur peut faire une parenthèse pour le temps. C'est-à-dire que je n'existe presque plus, parce que je suis un peu ailleurs. Donc là, c'est un peu l'extrême. Alors pourtant, la nuit est dite délicieuse. Et délicieuse quand on arrive à se soulager, ou peut-être quand le temps donne à la souffrance un peu l'espace, tout d'un coup d'être conscient dans un silence absolu. Et dans l'immobilité qui me caractérise, mais avec le silence en plus, il y a une espèce de libération. Et la respiration se fait mieux. Mais il se passe quoi alors dans le cœur dans un cœur qui réfléchit peut-être ou qui écoute, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, c'est une conscience d'exister. Parce que vous croyez que vous existez parce que vous courez, et en fait, je crois qu'on peut passer sa vie à courir et rater sa vie, peut-être ne pas vivre. Dans cette immobilité silencieuse et parfois soulagée, j'ai une intense impression d'exister, de goûter le moment, presque de goûter la respiration, l'air qui passe à travers moi. C'est quand même la vie, hein, le souffle de vie. Et donc d'exister physiologiquement, parfois un peu neurologiquement et un peu trop douloureusement neurologiquement, mais d'avoir une consistance. Dans le mot consistance, il y a le mot temps, mais j'oublierai le reste. Il y a une question que je me posais. J'ai l'impression qu'en tout cas, pendant tout le temps où tu as fait énormément de conférences, beaucoup de gens sont venus vers toi et au fond t'ont confié des choses. Est-ce que tu as compris pourquoi? Pourquoi un homme qui est immobile et par ailleurs souffrant d'une douleur réelle, peut-être continue, je ne sais pas, et s'est rendu disponible à la souffrance des autres? Ça m'a frappé moi aussi, parce que ce qui me caractérisait dans mes 42 premières années d'agitation et de bruit, c'est que je ne rencontrais pas les gens. Parce qu'il est très difficile de rentrer en relation avec quelqu'un si vous êtes en mouvement et s'il lui bouge aussi, et si vous n'êtes pas dans la même direction, alors là c'est quasiment impossible. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les gens viennent à moi? Tout simplement parce que je ne bouge pas. Je suis disponible. Comme dirait l'autre, je ne peux pas. Le tétra, vous le trouvez là où vous l'avez laissé. Il est facile à trouver. Donc cette disponibilité qui est une demande de beaucoup de gens. Ils en profitent parce que je suis là. Et ça prouve la demande de lien que les gens et que notre société a, et à laquelle nous ne répondons pas puisque nous bougeons. Première chose, c'est de s'arrêter pour être disponible. Et la deuxième chose, c'est de fermer sa gueule. Ça va être difficile pour nous aujourd'hui, mais la réalité, c'est que je ne parle pas. Les gens viennent me parler. Et donc le silence et l'immobilité est un facteur de relation, curieusement. Alors si tous les deux on se met à être silencieux et immobile, on ne va pas dire grand-chose. Et si, il se passe beaucoup de choses, même sans la parole. Dans ton essai « Toi et moi j'y crois », qui a été écrit, je crois, largement au CHU de Nantes, au plafond de Nantes. Au plafond de Nantes, en regardant le plafond, justement, il y a une phrase moi, qui m'a vraiment beaucoup marqué, que je cite souvent du coup, parce que je me rends compte qu'elle fait du bien.
c'est la suivante, je la dis un peu de mémoire. Je n'avais pas encore assez fait silence dans ma vie pour y trouver une pertinence. Alors voilà, un homme qui est couché pour des raisons chirurgicales, je crois, et qui reste pendant 10 mois peut-être à l'hôpital, et voilà que sa vie trouve une plus grande pertinence. Qu'est-ce à dire? Oui, alors là, c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde. Passez pas 10 mois sur un lit, mais je vais vous donner les recettes, une recette importante. Pendant 42 ans, je m'étais agité et je m'étais perdu. Et nous nous perdons dans notre société, soyons clairs. Sinon, on ne serait pas dans l'impasse dans laquelle nous sommes. Il y a un problème. Faites silence. Alors, 10 mois au plafond, je suis un peu lent, moi, vous savez, il me faut 10 mois. Mais vous pouvez l'acquérir plus rapidement. Qu'est-ce que vous trouvez au plafond? Vous vous trouvez vous-même. Pas celui qu'on a fabriqué, pas celui que la société demande, le performant, le beau, le jeune, etc. Non, vous, dans votre mystère, c'est là où on retrouve le mystère de la création, au-delà des mots. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il y a. Quand on travaille, je pense là, mon travail à Alliance Vita sur des sujets liés à l'avenir de l'humanité, beaucoup de scientifiques promettent des miracles pour les personnes tétraplégiques, par exemple. Certains souhaitent commencer à implanter des puces dans le cerveau pour essayer de provoquer, de permettre la mobilisation d'un exosquelette asservi à la pensée, etc. Ouais. Bon, moi qui je ne suis pas directement concerné, je me disais pourquoi pas, mais qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Est-ce que c'est un espoir fou? Est-ce que c'est des illusions? Comment tu te positionnes par rapport à ces propos? D'un point de vue technique, ils sont au point. Ils sont prêts à opérer. On me l'a proposé. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, écoutez, non, je ne crois pas que je vais accepter l'offre. C'est pas le fait qu'on mette quelque chose dans le cerveau qui va lire les instructions dans le cerveau pour bouger le bras ou le pied. C'est pas ça qui me gêne. C'est que vous allez me mettre dans un exosquelette et que je vais avoir l'air d'un martien. Donc vous allez me donner mon autonomie, très gentil à vous. On sent beaucoup que la communauté scientifique veut donner de l'autonomie. Et c'est pas ce que je demande. Moi je demande d'être en relation. Je demande d'être inclus dans la société. Et de me mettre dans un bibendum, on va me mettre dans un coin. Moi j'en veux pas. Par contre, un autre professeur m'a dit, si je vous redonne la sensibilité, en faisant des greffes de cellules, vous allez pouvoir retrouver le mouvement et toucher. Je dis, c'est exactement ce que je demande. Pouvoir reprendre les miens dans les bras, pouvoir toucher, de pouvoir être avec les autres et être en sensation avec les autres. Donc la science parfois se trompe. Il faudrait demander un peu aux utilisateurs futurs s'ils sont d'accord avec ce qu'on leur propose. Je pense qu'on gaspille beaucoup d'argent et d'énergie sur des voies qui ne sont pas les meilleures pour le respect de l'intégrité de l'homme. C'est drôle parce qu'en écoutant cette façon de discriminer deux types d'innovation, je pensais au transhumanisme, parce que le transhumanisme finalement va assez dans le sens de l'exosquelette, il s'agit même de proposer aux hommes d'être des surhommes, plus performants, plus forts, invulnérables. Il ne s'agit pas seulement de réparer, il s'agit d'augmenter. Et on entend que la revendication, entre guillemets, la demande, l'attente ton attente, ça serait plutôt de retrouver éventuellement toutes ces sensations qui sont perdues. C'est donc du côté de l'humanité plus. Et d'être dans ma condition humaine, partagée, pas d'être au-dessus ou différent. Lorsqu'on a parlé déjà ensemble du temps, il y a le mot de sobriété qui est arrivé à un moment de la conversation. Et moi j'évoquais des moments où dans ma vie j'ai été comme coincé à un endroit pendant un temps, et je me suis rendu compte a posteriori que étant coincé dans cet endroit, j'avais vécu des choses beaucoup plus fortes et que je n'avais pas su reproduire après quand je suis dans l'agitation. Est-ce que c'est ça la sobriété d'une vie d'une personne qui a cette incapacité de bouger? Oui, la sobriété dans mon silence, dans mon immobilité, c'est d'être en vérité. Enfin, libéré de toutes les contraintes du cinéma ou du résultat, ou de la performance. Donc cette sobriété, c'est d'être simplement soi-même. Et quel luxe d'être en sobriété. Et en même temps, c'est une réponse dans les difficultés de notre monde, de retrouver la sobriété qui nous éviterait
ce gaspillage et ce non-respect de ce qui est rare. Donc soyons sobres. En étant sobre, on vit mieux, dans la joie, et on sauve les générations à venir. Alors, dernière question, Philippe. Il y a des milliers de personnes qui nous entendent. Après tout ce qu'on s'est dit, quel conseil, je ne dis pas une recette, mais quel conseil tu donnerais aux personnes pour qu'ils puissent se donner du temps? J'aurais tendance à dire que je ne donnerais pas de conseil, mais plutôt une petite recette, si tu veux bien. Ah, très bien. C'est comme pour la cuisine. 15 minutes, vous laissez chauffer. Ben, c'est pas 15 minutes vous laissez chauffer, c'est 15 minutes vous débranchez. Vous arrêtez. Allongez-vous si vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais 15 minutes par jour, faites silence. Arrêtez de bouger. Arrêtez de faire du bruit pour vous distraire. Ne soyez plus dans le mouvement et la distraction. Soyez vous-même à respirer en profondeur. Et à partir de là, vous allez apprécier la journée, la relation à l'autre. Vous allez découvrir que cette pause pozzo, comme l'appelle ma dernière petite fille, la pause pozzo, vous remet dans le circuit, mais beaucoup plus intensément qu'avant. Mais avec plus de sens qu'avant. C'est dans ce sens-là que je parle d'intensément. Le sens. Ça vaut le coup de... Ces 15 minutes sont bien investis, diraient les patrons d'entreprise, vous voyez. Merci. Merci à toi.